qui malheureusement porte peut-être pas entièrement bien son nom. Bon, je vais encore essayer, mais sinon je vais me passer du micro et essayer de parler comme ça. Non. Bon, alors prenez celui-là. Prenez celui-là. Non. Prenez celui-là. D'accord. Alors. Heureusement qu'il y avait un baseball, là. Merci. Vous voulez l'enlever là? Oui. Mais ça gère moi. Tu fais le tour. Bon. Je disais que je suis particulièrement heureux de votre présence ici, dans la mesure où, contre notre gré, et Elie, il y en a d'autres en savent quelque chose, ce lieu accueille très rarement des communautés ou des activités du judaïsme libéral. Et donc, pour moi, votre présence ici est source d'espoir et je voulais vous en remercier. Je vais essayer de prendre quelques éléments de la culture des Juifs d'Alsace, essayer de définir en quoi cette communauté a en quelque sorte un profil un peu particulier. Je crois qu'elle s'est construite comme beaucoup d'autres communautés dans une relation risquée à l'autre, mais en même temps, ce défi en quelque sorte a été fécond. Alors, je vais évoquer en introduction les racines, les traces de cette communauté, et puis, au fond, j'aurai 3 moments, voire 4. La place des Juifs dans l'histoire de l'Alsace, je vais résumer à gros traits, et puis je vais essayer de définir ce que je qualifie comme une intégration qui n'est pas un échec. Je reprendrai des termes un peu de Boubor parlant du kibbutz. Je n'ai pas dit que c'est une réussite, je dis que c'est une intégration qui n'est pas un échec. Je vais, en 3e lieu, définir quelques aspects de la culture des Juifs en Alsace. Et puis, à partir de là, je vais simplement évoquer ce qui est un traumatisme très fort encore pour la plupart d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui miraculeusement ont survécu à la Shoah. Et en quelque sorte, à partir de là, nos rapports à l'Alsace ont connu une certaine brèche, une cassure, notamment dans l'indifférence que nous avons rencontrée au moment où il a fallu quitter l'Alsace. À partir de 1940, les Juifs ont été expulsés pour que l'Alsace devienne, le terme est très fort, devienne Judenrein, c'est-à-dire purifié de toute présence juive. Et je dois dire que les Juifs sont partis la plupart du temps dans l'indifférence de leur entourage, à la suite pourtant d'une cohabitation qui, peu à peu, au 19e, était devenue relativement harmonieuse, mais j'essayerai de le montrer. Alors, les Juifs sont présents dans cette terre des marges depuis, grosso modo, le XIIe siècle. Il y a eu, bien sûr, des Juifs dans la vallée du Rhin qui ont suivi les armées romaines à partir du IVe siècle déjà, mais il n'y a pas de preuves lapidaires et autres d'une présence juive avant le XIe, le XIIe siècle. Et il faut bien reconnaître que c'est une présence, et c'est important, urbaine.
ce judaïsme qui va être essentiellement par la suite un judaïsme rural, intégré, j'allais dire, dans la géographie physique, mais aussi la géographie humaine de cette région, est au départ une communauté avant tout urbaine. Pourquoi les Juifs sont venus ici? Les Juifs se sont établis au Moyen-Âge ici, donc à partir du XIIe, parce qu'ils ont été sollicités par les princes et les évêques pour, en quelque sorte, apporter le soubassement en capital qui a permis à une économie de se développer. Mais en même temps qu'on a fait appel aux Juifs, alors que le commerce d'argent et le profit de part de l'argent était interdit aux chrétiens, mais on a fait appel à ces Juifs, on ne les a pas, et c'est important, enfermés dans un ghetto physique. Ce sont les Juifs qui ont voulu s'établir près de la synagogue, près du bain rituel, près de la Schule, dans le sens de l'école, mais ils ont été enfermés dans ce que j'appellerais un ghetto mental. C'est-à-dire qu'ils étaient perçus comme, en quelque sorte, des gens qui, par essence, se définissaient par la perfidie, par le complot, par le mal. Ils ne sauraient s'évader de cette essence qui était la leur depuis qu'ils avaient refusé de reconnaître par malignité au sens fort du terme le message christique et en quelque sorte ils étaient prisonniers de la folie de cette obstination. C'est ce que vous avez vu probablement avec Jean-Pierre tout à l'heure à la cathédrale, avec aussi cette espèce de sadisme que vous avez et à Strasbourg, mais encore plus fort à Colmar, puisqu'on met en relation le juif et le porc, et les juifs s'alimentent, vous verrez à Colmar aussi, de la fiente du porc. C'est que, en quelque sorte, cette impureté est constitutive des juifs. Je dois dire aussi que les grandes figures de l'humanisme rhénan, comme Wim Fling, comme Sébastien Brandt, ont été, par leurs écrits, très violemment antisémites, et que ces figures qui sont des références de l'humanisme à l'heure actuelle, pour les Juifs, ce n'est absolument pas le cas. Et puis, deuxième époque, après cet enfermement dans le ghetto mental du Moyen-Âge, deuxième époque, l'époque de la Renaissance, et je dois dire qu'à l'époque de la Renaissance, du 14e, mettons, au 18e, eh bien, la condition des Juifs n'a fait que se détériorer ici. Elle n'a fait que se détériorer malgré la présence de quelqu'un qui a une stature, j'allais dire, pour le judaïsme ashkénaze tout entier, celui qui est le représentant, l'avocat des Juifs de tout le Saint-Empire romain germanique, c'est Yosselman de Rosheim. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai consacré à republier et à commenter l'ouvrage de Selma Stern sur Yosselman de Rosheim. C'est une figure extraordinaire d'un homme venant d'une petite communauté qui va être élu comme représentant de l'ensemble des Juifs du Saint-Empire, malgré souvent de fortes résistances, dans la mesure où cet homme a exigé une attitude et un comportement éthique sans compromis. Et il permettait le prêt à intérêt avec à la seule condition... Son micro, c'est mieux, je crois. Son micro, c'est mieux.
Bon, je vais essayer comme ça, je ne sais pas. Il permettait, si vous n'entendez pas, vous me dites... Non, mais tu gardes... Oui, mais je n'ai pas de truc idéal, je ne sais pas à quelle distance. Vas-y. Bon, alors cet homme, depuis Rosheim, parcourait le Saint-Empire jusqu'à Prague, jusqu'à Vienne, jusqu'à Breslau, quand des Juifs étaient accusés, et il les défendait. Parfois, il arrivait trop tard. Il faisait beaucoup de ses voyages à pied, malgré tous les dangers de ce que représentaient les déplacements à l'époque, mais il était reconnu comme un interlocuteur valable, digne de foi et intéressant par Charles Quint. C'est un homme qui avait une ouverture, un respect des autres confessions, et son argument était « ne discutons pas théologie, nous avons des fondements différents, mais un fondement nous est commun, nous sommes, vous et moi, des enfants de Dieu qui a créé le monde. À partir de là, il n'est pas normal que nous puissions pas vivre fraternellement. » Je passe très rapidement sur cette figure. Je dis simplement qu'elle va être un des phares de la culture des Juifs ashkénazes, mais en même temps, et ce qui est très important, c'est qu'il s'intéresse à la culture des Juifs d'Espagne, notamment il s'intéresse à Maïmonide, il est préoccupé par dans ses travaux, par cette tension qu'il trouve créatrice entre la raison et la foi. Et puis arrive au XVIIIe, un moment déterminant, troisième étape de l'histoire de ces Juifs, c'est l'avènement de la Révolution. C'est le fait que les Juifs d'ici vont être réadmis comme des citoyens de plein droit, comme des non seulement profitant des bienfaits de l'histoire, mais des acteurs, pouvant devenir des acteurs à plein titre de cette histoire en train de se faire. Et il est tout à fait particulier que ce judaïsme alsacien est le seul de toute la France. C'est un des plus importants, c'est plus de la moitié du judaïsme français, mais c'est le seul qui, à la différence des Juifs du Sud-Ouest ou des Juifs du Comtat venessin, va négocier son entrée dans la société à condition qu'on ne démembre pas le système des Kehilot, de la Kehila, de la communauté, à condition de pouvoir garder tout ce qui relève de la juridiction, du droit, de l'assistance et de la solidarité. Il y a des vues extrêmement lucides qui vont se continuer après, y compris sous Napoléon au moment du Sanhédrin, où ils vont essayer de négocier ce que j'appelle une véritable intégration, c'est-à-dire non pas s'assimiler à la nation française, mais devenir une partie intégrante de la nation française à partir d'un code de valeurs, à partir d'une vision qui font d'eux, en quelque sorte, des instruments d'enrichissement de la République. Et lorsque, par la suite, la République sera donc proclamée et que les valeurs de la République seront affirmées, ce judaïsme va, en quelque sorte, faire preuve d'un espèce de patriotisme fervent. Il y a une véritable ferveur parce que, pour eux, quelque part, je ne dis pas que le Meshiach est là, le Messie est là, mais une certaine dimension du Messie s'est réalisée dans la mesure
où les valeurs de la République, valeurs bien sûr de l'égalité, fraternité et aussi de liberté, mais aussi d'entraide sociale, de soucis, de préoccupations pour faire face à la misère des masses ouvrières victimes de l'industrialisation naissante, ces valeurs juives se trouvent incarnées par l'État et il y a comme une espèce d'heureuse coïncidence entre le code recteur du judaïsme et les valeurs de la République. Il est bien évident qu'à partir de là, les Juifs vont surtout, j'ai omis de dire que les Juifs qui avaient été victimes au moment de la Grande Peste, en 1349, vous avez dû voir, qui ont été brûlés dans le cimetière lorsqu'ils ne se sont pas convertis, eh bien, ces Juifs, peu à peu, avaient quitté la ville, étaient bannis de la ville, sont revenus assez tôt, mais ils se sont surtout établis dans les petites communautés, les bourgs, les villages qui les ont accueillis, souvent moyennant finance. Et ce judaïsme est devenu avant tout, essentiellement, un judaïsme rural. Et il a profondément marqué, je crois, la culture de son entourage, mais il a beaucoup reçu. Et je crois que, quelque part, il y a ce que j'appelle une petite musique. Je reprends l'expression de Yankelevitch, une petite musique particulière de ce judaïsme, encore un autre terme, un je ne sais quoi. Alors, c'est quoi ce je ne sais quoi? Je crois que, quelque part, il ne va cesser de réaffirmer dans la vie quotidienne, dans la vie des bourgs, dans les difficultés, des valeurs rectrices du judaïsme. Je vous en donne plusieurs exemples. Il y a notamment dans les récits, on a de bons témoins, des romanciers qui sont en même temps des ethnologues, Erckmann et Chatrian, par exemple, qui publient la Mifritz, qui publie le Blocus. Et on a dans un de ses livres qui relate la folie meurtrière des hommes qui, lors du blocus de Phalsbourg en 1870, saccagent inexorablement ceux qui avaient été édifiés par l'effort persévérant de plusieurs générations. Notamment, ils coupent les arbres pour la défense et le père Moïse retrouve alors les accents de la Bible, de Dvarim 25, et il leur dit, mais il est écrit dans la Bible, si tu es arrêté longtemps au siège d'une ville et que tu l'attaques pour t'en rendre maître, tu ne dois pas cependant en détruire les arbres en portant sur eux la cognée. Ce sont eux qui te nourrissent, tu ne dois pas les abattre. Oui, l'arbre du champ, c'est l'homme même. Voilà ce que dit le père Moïse à la soldadesque qui, en quelque sorte, coupe. Alors, comment définir, j'en viens à ce troisième point, qu'est-ce qui fait cette petite musique particulière? Et j'ai bien ce qu'il a fait pendant longtemps. C'est une religiosité, à mes yeux, qui, avant tout, fuit l'excès. Ne pas se rendre à la synagogue, c'est pour les rares survivants d'une communauté villageoise, ce qu'on appelait la mefaïche, lui faire honte de ne pas aller à la choule. Et Claude Vigée, que tu traduis, évoque Reb Abraham, le dernier ministre officiant de Bischwiller, qui, chaque Shabbat, ouvre grandes les portes de la choule, d'une choule désertée. Il s'avance jusqu'à l'Aaron, jusqu'à l'Arche Sainte, et il prend à témoin Dieu, son seul fidèle, de la perversité de ses coreligionnaires entièrement absorbés par les choses d'ici-bas. Donc la tonalité particulière de cette religiosité, c'est qu'elle est profondément marquée
par la religiosité du monde environnant. Et il y a une phrase qui revient souvent, « Wie sich Christel sich, jedel sich, wie sich jedel sich, Christel sich ». Comme on est chrétien, on est juif, comme on est juif, on est chrétien. C'est-à-dire que la religiosité chrétienne environnante n'est pas non plus une religiosité d'une ferveur qui, en quelque sorte, elle est très différente de la ferveur catholique polonaise, elle est très différente de la ferveur catholique espagnole. Il y a là une espèce de gentleman's agreement entre le bon Dieu et ses fidèles, à la fois chez les Juifs et chez les chrétiens. C'est un judaïsme qui refuse l'ostentation. C'est un judaïsme qui refuse les grands élans démonstratifs de la ferveur pathétique. C'est un judaïsme qui fuit l'excès. Alors, et ce n'est pas un judaïsme honteux. Je veux dire que, quelque part, bien sûr, à Sukkot, on va fièrement à la choule en portant son loulav et les srogs. On traverse les rues du village, mais quelque part, on ne s'exhibe pas, excusez du terme, parce que c'est un jugement de valeur de ma part, en talit, en truc dans les rues. Il y a une certaine retenue, par respect pour la différence. Et cette qualité-là est en train de se perdre tout à fait à l'heure actuelle. C'est un judaïsme qui rejette la pose, qui rejette l'outrance. Il y avait une phrase que j'entendais souvent dans des mains, « Wir sind fromm, aber nicht meschuge fromm ». Nous sommes pieux, mais pas pieux à la folie. « Wir sind fromm, aber nicht meschuge fromm ». C'est là le respect d'une règle et d'un mode de vie qui prennent leur distance à l'égard d'une pratique obsessionnelle et aussi d'un corps de certitude arrogant. Les Juifs de la campagne alsacienne savent que leur Yiddishkeit les marque au plus profond de leur être. Nul besoin d'en afficher avec ostentation les signes extérieurs. Nul besoin, et c'est important aussi, de se couper des autres. Toutes les familles connaissaient des profi goyim, des goyim, des non-juifs bien accueillants, chez qui ils ont, et je vois pour le petit marchand de bestiaux qui était mon père, c'était le signe de la réussite d'avoir un guter Shem, d'avoir un bon renom chez mes goyim, d'avoir un bon renom, d'être reconnu comme un homme honnête, comme un homme avec qui on aime échanger. Vous vous rappelez que ça reprend le proverbe Shem Tov, Shemen Tov, qu'un bon reconnu vaut de l'huile aussi bonne. Et je répète, la phrase qui revenait, j'entendais « Ich bin takef bei mein goyim » je suis estimé, bien considéré chez mes goyim. Et c'était un titre de gloire. Et puis, quelque part, je dirais que ces Juifs avaient aussi un certain sens de l'entraide, de l'accueil de l'étranger, de l'errant. Et il y avait notamment le statut du schnorrer, du mendiant. C'est un statut qui est tout à fait particulier. Ce mendiant, en réclamant son dû, contribue à ramener un peu plus de justice sur terre. Et quelque part, pour moi, il y a comme une espèce de filiation entre ce schnorrer qui est accueilli, et je me rappelle, la formule était de dire ah, « Ich bleib bei euch über Shabbos ». Ah, j'ai décidé que c'est chez vous que je resterai pour Shabbat. Il vous honorait par sa présence en restant, en passant le Shabbat chez vous. Alors, j'allais dire, qui ne voit là la filiation entre le schnorrer et l'accueil et l'utopie
visionnaire d'Albert Kahn, de Marmoutier, grouillot devenu banquier, qui s'efforce de réconcilier l'humanité par la connaissance et l'estime réciproque. Vous connaissez les jardins d'Albert Kahn à Paris, et par le combat contre la détresse des opprimés. Encore de mon temps, quand j'étais au Bahut à l'école, il y avait les bourses Selidja qui étaient alimentées par la fondation Albert Kahn pour permettre. Il était persuadé que si les gens se rencontrent, se connaissent, ils s'estimeront. Donc, c'était les archives du monde. Il payait des expéditions en Chine, partout, pour filmer ces autres populations, ces autres cultures, parce qu'il pensait que c'est par la connaissance réciproque que la paix pouvait être rétablie. Je voudrais dire aussi que ces Juifs, autre trait caractéristique de cette culture juive, ces Juifs campagnards font preuve d'un certain optimisme qui se fonde sur quoi? Et qui se fonde sur la familiarité des liens qu'ils entretiennent avec celui qu'ils appellent de Liebe Harriet, le cher bon Dieu. Alors, il est quand même aussi extraordinaire que ce qui exprime Dieu, Harriet, ça vient du mot allemand Herrgott, mais que ce mot a été judaïsé, et de Liebe Harriet, le cher bon Dieu, c'était le bon Dieu à qui on pouvait tout confier et qui finirait bien par vous comprendre. Alors il y avait une phrase, Unser liebe Harriet wird uns schon helfen, je traduirai, aber bis helft, sollte helfen. Phrase un peu sibylline, le bon Dieu finira bien par venir à notre secours, mais jusqu'à ce qu'il vienne, qu'il ne nous abandonne pas. Vous voyez, il y avait toute cette complexité qui est reprise juste dans une... Et cette sentence sibylline marque une espèce de confiance en Dieu qui mettra fin aux tribulations, aux vexations de son peuple. Il enverra le Meshiach. C'est d'ailleurs pourquoi, très souvent, dans les offices, pas dans les offices solennels tels qu'ils se pratiquent à l'heure actuelle dans la Grande Choule, mais dans les offices de campagne, où il y avait de temps en temps Chazan attitré, mais de temps en temps de simples fidèles qui priaient pour la collectivité, quand vous y pénétrez, l'air des fêtes que j'ai, toutes les fêtes pratiquement, sont des airs relativement guillerets, j'ose dire, des airs bonhommes, des airs qui expriment la confiance. Alors, notamment, ça faisait scandale lorsque des Juifs venus d'ailleurs entendaient qu'à Rosh Hashanah et à Kippour, au moment où des Halchet, au moment où on confesse, il y avait ces airs plutôt guillerets. Et j'ai souvent entendu comme explication en me disant, ben oui, à Rosh Hashanah, on est comme un soldat qui balaye la cour de la caserne. Il veut que la cour soit belle, il enlève les feuilles mortes, et puis il sait que l'année va recommencer, et il a cette confiance-là. Donc, il n'y a pas de pathos. Et ça, c'est très important. Alors, je dirais aussi qu'il y a en plus une troisième dimension qui est une mémoire du sensible. Je ne veux pas évoquer, on va vous en parler demain. Il y a la cuisine des Juifs d'Alsace qui est une création relativement originale et qui fait que quand on évoque une fête, on évoque avant tout une odeur. Chaque fête avait sa propre odeur, pas seulement à cause de la cuisine, mais quand même avant Pessah, quand les femmes nettoyaient tout et étaient passées au serrage, je ne sais plus comment dire, caustique et tout, il y avait une odeur dans la maison. Et puis, très rapidement, se joignait le plat. Ce que vous avez mangé tout à l'heure, qui s'appelait ici des Matzeknefle, des boulettes au matzot, eh bien, généralement, était mangé à Pessah, avec la farine, bien sûr, mais avec la graisse d'oie. C'était fait avec la graisse d'oie. Et cette graisse d'oie venait de l'oie qu'on tuait
pour Hanouka, on mettait une partie de l'oie dans des pots en grès avec de la graisse et on mangeait ceci au moment de Pessah. Et il y avait tout à fait au petit déjeuner, je sens encore, quand je vous en parle, l'odeur chaude des fragments de matzot qui étaient empilés dans le café au lait fumant. Il y avait là ce qu'on appelait un matzbrei, comme ça, avec Einbrocken, mettre ses matzot dans... trempé là-dedans. Bien. Et puis, il y a, je le rappelle ici, à Hanouka, puisqu'on approche de Hanouka, il importait à Hanouka que, quelque part, la Hanoukia, les petites bougies vacillantes de la Hanoukia, affrontent les ténèbres et apportent une croyance en l'accomplissement de l'histoire, alors au moment même où les deux communautés sont très séparées. C'était souvent au moment de Noël, l'époque de la nativité, Nettelnacht, et c'était l'époque de Hanouka. Et dans chaque synagogue de la campagne, alors que l'on guette souvent la première neige, avec un mauvais jeu de mots, mais ça m'amuse bien, on chante Shnei Zeisim, les deux oliviers, et Shnei et Shnei, la neige, on faisait le rapport. Et quand on était gamin, on aurait aimé que la neige se mette à tomber juste à ce moment où on chantait Shnei Zeizim, les deux oliviers. Mais en fait, c'est une très belle prophétie de Zacharie qui souligne le projet divin, et pour moi c'est très fort. Quel est ce projet divin? Chapitre 3 et 4 de Zacharie. J'effacerai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour, dit l'Éternel Sébaoth, vous vous convierez l'un l'autre sous la vigne et le figuier. Quant à la vision des deux oliviers de part et d'autre du chandelier, l'ange en livre la signification. Ceci est la parole de l'Éternel à Zorobabel, ni par la puissance, ni par la glaive, mais bien par mon esprit. C'est exactement ce qui est inscrit ici à l'entrée de cette synagogue. Je suis très heureux que les constructeurs aient choisi cette formule-là comme dédicace de ce bâtiment. Je vais passer un peu plus vite. J'ai évoqué donc les chants, ce qu'on appelait Neyin. Il y a aussi, et j'insiste là-dessus, je veux dire que la terre promise n'est pas absente de l'horizon spirituel du juif de la campagne alsacienne et lorraine. Il y a une espèce de nostalgie profonde qui est vrillée à son être et qu'un vol de cigogne suffit à raviver. Dès qu'arrive à Phalsbourg, c'est toujours Erkman Chatrian dans l'ami Fritz, les premières cigognes, chacun se précipite hors de l'auberge, laissant sa chope de bière à moitié vide pour admirer, le nez en l'air, la première cigogne perchée sur le clocher de l'église, ses ailes noires repliées au-dessus de sa queue blanche, le grand bec roux incliné d'un air mélancolique. L'enthousiasme est grand, surtout chez les vieillards, heureux d'avoir encore vu les cigognes. Mais l'émotion de Reb David a une tonalité particulière, car pour lui, elle représente le lien avec la terre de ses ancêtres, comme un messager d'espérance qui aurait réalisé le rêve secret de tout juif. Le Rebbe venait aussi d'arriver et regardant son vieux chapeau penché sur la nuque, il s'écriait « Elles arrivent de Jérusalem, elles se sont reposées sur les pyramides d'Égypte, elles ont traversé les mers. » Et c'est précisément, et c'est très bien observé, c'est précisément à ce moment-là que le fossé est le plus profond entre son meilleur ami, Fritz Kobus, qui considère avec condescendance et avec un air narquois ces visages, ces mines attendries de ces braves gens, et estime qu'il faut vraiment peu de choses pour amuser le monde.
et le vieux rabbin qui est profondément bouleversé, qui avait retrouvé l'émerveillement candide de son enfance, eh bien, dit à Kobutz, tu n'as donc pas d'entrailles, tu ne vois donc partout que des sujets de moquerie, tu ne sens donc rien. Vous voyez, il y a une fracture entre ces deux mondes à ce moment-là, et pourtant ce sont des amis qui me parlent. Bon, je voudrais encore évoquer, et je ferai qu'en disant les titres, en quelque mots, le Yiddishkeit, c'est le judéo-alsacien, c'est la langue de l'intimité, c'est la langue de l'entre-soi, c'est une langue qui rend compte de toutes les péripéties de l'existence, mais c'est aussi la langue de l'échange avec ses voisins, avec les paysans, avec les bouchers, avec lesquels les Juifs ont l'habitude de commercer. Et lorsque tel marchand de bestiaux empêché dépêche son fils qui ne sait pas le Yiddishkeit chez le fermier, celui-ci exprime par la suite sa déception. Was hast du für du angeschickt, mit dem kann man ja noch nicht einmal retten. Qu'est-ce que tu m'as envoyé comme bonhomme? Avec celui-là, on ne peut même pas parler. Donc c'est la remarque du paysan qui ne peut pas parler Yiddishkeit parce que le fils du Peimesentler, du marchand de bestiaux, ne sait pas le Yiddishkeit. Et beaucoup de mots de ce Yiddish sont intégrés la langue alsacienne, mais je dois dire souvent avec un sens qui va plus vers la péjoration. C'est une langue, le judéo-alsacien est une langue mémoire qui a transformé les personnages, les événements historiques en figures référentielles, en archétypes, aussi bien si je vous dis « tes ist Titus » pour dire c'est un homme mauvais, c'est un homme qui en veut aux Juifs. Vous connaissez ce mot, j'en suis sûr. Titus, ben c'est un Titus. C'est Titus. Et Titus est devenu l'archétype de l'antisémite. Titus, il est un Titus. Mon père disait ça sans avoir la moindre idée d'où venait ce mot. Donc je dis que c'est une langue mémoire. Et puis, au fond, vous savez comment, à Purim, à la fête de Purim, la viande fumée que l'on mange nécessairement à ce moment-là, ça s'appelle du Homen de Haman. De Haman. C'est aussi, alors, d'une façon aussi intéressante, une langue conservatoire. Il y a des mots qui survivent, des racines en Yiddishkeit qui sont qui précèdent les racines germaniques et qu'on n'emploie plus dans les langues germaniques. Je vous ai parlé de mon père. Si je parle de mon père, je dis Minr Ette. Ette, c'est le nom de père. Mais vous connaissez aussi ce mot. Vous retrouvez la racine Ette dans le mot Attila, le petit père. Donc il y a là une racine antérieure à la racine germanique qui s'est conservée dans le Yiddishkeit et qui s'est perdue dans l'allemand. Bon, je dirais qu'à l'heure actuelle, il est bien évident que cette langue qui était parlée dans la quotidienneté ne survit qu'épisodiquement dans des sentences, dans des proverbes, qui expliquent bien justement Simon Debré. Il est aussi souvent la seule manière de raconter ce qui fait partie, un des traits importants de la culture judéo-alsacienne, des Moschelich. Des Moschelich, Machal, ce sont des histoires. Moschelich, des petites histoires. Et chaque fois qu'on les traduit, eh bien on s'étale un peu parce que c'est difficile de, quelque part, de traduire ce qui fait l'humour des Juifs d'Alsace, mais je dirais qu'ils ont longtemps cultivé l'humour à la mode de Simon Marix. Marix
Eh bien, c'est la façon dont, dans le Haut-Rhin, on prononce Marx, et je dirais que ces Juifs d'Alsace sont parfois des marxistes à la mode des Marx Brothers. Je dirais aussi, bon, je ne vais pas le développer, je suis en train d'écrire là-dessus, que cet humour n'est pas, comme on dit, la noblesse du désespoir. C'est un humour plus serein, plus ancré dans la rudesse du monde rural, avec laquelle il partage une certaine joie de vivre. Et c'est un humour qui, quelque part, j'allais dire, parler vulgairement, met en boîte, qui, quelque part, se moque des parvenus, de tous ceux qui sont boursouflés de suffisance. Et alors, quand il y avait quelqu'un qui se vantait, on disait de lui, on n'osait pas, Mercen Ali von Kecht oder Vorkecht. Il y a un jeu de mots, traduit littéralement, nous sommes tous de hier ou d'avant-hier, mais Gecht, ça veut dire de pauvre air, de pauvreté. Et quand on disait Mercen Ali von Kecht oder Vorkecht, il n'y a pas lieu de s'en vanter. On vient tous de la même origine. Nos ancêtres, comme on disait, mes ancêtres portaient aussi des bas de soie, mais sur l'épaule, comme colporteur. Hein. Donc il y avait ces images-là. Bien. Alors, avant de terminer, je voudrais simplement évoquer ce qui va marquer quelque part et qui continue de marquer le judaïsme alsacien. Les développements récents, on pourra y répondre peut-être par des questions. Je voudrais simplement dire que ces Juifs qui se sont inscrits pleinement dans le paysage de l'Alsace, parfois plus obstinément, plus profondément que ceux qui se sont contentés d'y naître, ces Juifs vont s'apercevoir, dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, alors que la propagande nazie ne demeure pas sans effet sur certains Alsaciens, je suis en train de relire les ouvrages de chez vous, de Yvan Dalin, sur la propagande nazie qui, dans la région Carouge, Payerne, Genève, était très active. Eh bien, à ce moment-là, ils vont prendre conscience qu'il y a une distance, une déchirure. À tout moment, on peut rappeler à ce juif que sa personne n'est que tolérée et lui marchander ou même lui refuser ce droit d'appartenir à la communauté humaine que constitue le village. Et je viens de travailler, alors je fais de la pub pour un bouquin qui vient de sortir, je viens de travailler là-dessus sur 100 ans de judaïsme alsacien et lorrain de 1870 à 1970, et j'ai surtout travaillé sur ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres, la façon dont l'antisémitisme va être relayé ici, à la fois par les journaux nationaux comme Gringoire, Je suis partout, 3000 exemplaires vendus à Strasbourg, va être relayé par la propagande de Radio Stuttgart et en quelque sorte, peu à peu, mais d'une façon significative, dès 1937, il y a des pogroms à Strasbourg, il y a des magasins qui sont pillés, devantures cassées, il y a des affiches « N'achetez pas chez le juif » comme en Allemagne, il y a un vent mauvais qui pousse absolument, et la situation, dans une situation, je reconnais, de crise économique, de chômage, à essayer de faire partir les réfugiés qui viennent d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale ou d'Allemagne. Et ce qu'on ne sait pas assez, et ce que j'ai relevé, c'est qu'à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, il y a en Alsace-Lorraine 13 archarotes, 13 fermes écoles pour former des jeunes pour partir en Israël. Jeunes venus d'Europe de l'Est, jeunes venus d'Europe centrale, venus d'Allemagne, 13.
il y a un mouvement sioniste extrêmement actif, à la fois avec des grands noms pour moi, Maître René au féminin Lévy à Metz, et puis à Strasbourg, il y a le docteur Joseph Weil, il y a celui qu'on connaît sous le nom de Chameau, commissaire des EI, Frédéric Hamel, il y a le docteur Robert Lévy-Dreyfus. Ce sont des gens qui vont être conscients de ce qui est en train de se passer, qui vont alerter la communauté. Et ce n'est pas vrai que la communauté ici a été indifférente à ce qui se passait. Ce n'est pas vrai qu'elle n'a pas réagi. Il se crée très rapidement une centrale fédérative de la jeunesse juive pour essayer de lutter sur 4 fronts, renforcer la solidarité entre les jeunes de toute tendance, qu'on se le dise bien aujourd'hui, participer activement à l'accueil des réfugiés, qu'on se le dise bien aujourd'hui, favoriser l'émigration des pionniers en Palestine et lutter contre l'antisémitisme. Et ce mouvement de jeunes crée aussi des groupes d'autodéfense et, quelque part, réplique à la force par la force. J'en veux un exemple. À la maison prestigieuse à côté de la cathédrale où Jean-Pierre vous a mené tout à l'heure, qui est le Kammerzell, belle maison qui a pignon sur rue, n'est-ce pas, alsacienne, maison du 16e. Eh bien, c'est là que, dans ce prestigieux restaurant, à l'ombre de la cathédrale, que était le lieu favori de réunion des antisémites. Et dans l'entrée, il y avait marqué « Hunde und Jude unerwünscht ». Les chiens et les juifs ne sont pas les bienvenus. Eh bien, un groupe, justement, de jeunes juifs met en déroute une centaine de proto-nazis, alsaciens bien sûr, armés de couteaux, de matraques, de chaînes de vélo, qui chantaient des hymnes nazis dans le Kammerzell. Et en 1940, ces juifs furent expulsés d'Alsace dans l'indifférence quasi générale et pour la première fois depuis le XIIe siècle, cette terre où s'inscrivait l'histoire, les traces d'une communauté fut libérée, Judenfrei, mais surtout Judenrein, comme j'ai rappelé tout à l'heure, où on avait débarrassé cette terre de la souillure de la présence juive. Je dois dire aussi que c'est une expérience fondamentale parce que une partie de ces juifs alsaciens et lorrains qui n'avaient pas bien accueilli ou avec condescendance les juifs venus d'Europe de l'Est ou des juifs venus d'Allemagne, eh bien, se sont sentis mis au banc de la société, exactement comme ces juifs étrangers qui avaient été jetés sur les routes de l'exil. Et il y a un Mulhousien qui a écrit un journal tout à fait extraordinaire, qui est le docteur Camille Dreyfus. Le docteur Camille Dreyfus, qui après a pu rejoindre les États-Unis, je crois qu'il a été le médecin de Lévi-Strauss, a écrit, je dis juste un passage, « Se mêler aux émigrants, à cette foule sans nom qui n'a plus la stabilité du foyer, est une sensation d'autant plus attristante qu'on se drape sans modestie d'une supériorité qui ne résiste pas. Elle s'évanouit au premier interrogatoire du premier fonctionnaire subalterne. Nous nous imaginions être autres que ces Polonais, ces Roumains. Je m'insurge contre cette assimilation à ces masses humaines vagabondes dont le caractère dominant est cette instable vie de voyage sans fin. Nous nous figurons que nous, du moins, sommes liés et soudés, rivés à un patrimoine inimitable, à la patrie française, dont nous serons les fidèles dépositaires à l'étranger. Mais chaque pas nous détrompe. Ils croyaient eux aussi avoir des attaches indéchirables avec ce qu'ils considéraient comme leur patrie. Ils ne le croient plus. L'impitoyable réalité leur a fait une âme neuve, multicolore,
insensible aux mille tracasseries, insensible au mépris plus ou moins discret des peuples hospitaliers. Je réagis en français, malgré tout, quand même, mais ce même malgré tout, je le reprochais il n'y a pas si longtemps amèrement aux Juifs allemands. Il y a là une expérience tout à fait fondatrice. Je regrette simplement que quelque part, et c'est vrai pour la communauté, c'est vrai pour certains orateurs de la communauté, face à des groupes de réfugiés errants qui vivent dans des conditions tout à fait indignes, ni la communauté juive, ni un certain nombre de ses penseurs ne se mobilisent. Alors on me répond, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. J'ai déjà entendu, nous avons déjà entendu à la conférence d'Évian, c'est ce que disaient tous les pays qui refusaient d'accueillir les Juifs. On ne peut pas accueillir, on a des problèmes, bien sûr. Mais dans cette même maison, lors d'une conférence d'un des grands spécialistes de la Shoah, il a bien terminé sur le fait que, quelque part, le problème des réfugiés n'était pas particulièrement de notre responsabilité. Et ça m'a fait très mal. Alors, je dirais maintenant, peut-être, je vais terminer en disant que cette après-guerre, la communauté a été amputée à peu près de 1/10 de ses membres, morts en déportation, morts dans la résistance. Il y a eu des choses extraordinaires de sauvetage d'enfants. Je pense encore aux ZEI, aux anciens ZEI, qui ont arrêté près de Castres un train allemand avec des canons chargés. Ils ont tenu pendant 3 heures et ils ont réussi à bloquer, à stocker ce train. Et lorsque les Allemands sont sortis, leur seule vengeance de certains de ces jeunes était de passer devant ces Allemands et de dire « Ich bin Jude », je suis juif. Et il y a là une épopée qui me paraît admirable. Ce qui me paraît admirable aussi, c'est la façon dont certains ont reconstruit après-guerre cette communauté d'une façon consciente, d'une façon responsable. Je vous en donne un exemple. Pendant très longtemps, on a prié place Broglie dans l'ancien arsenal qui avait été mis à la disposition des Juifs pour faire l'office. Et puis, il y a eu cette possibilité de construire une synagogue ici, où nous sommes. Pendant des années, et là je m'en souviens très bien, j'ai représenté les étudiants à l'époque, pendant des années, les responsables de la communauté, des responsables, ont hésité sur le fait qu'il faille ou non reconstruire une synagogue. Parce que reconstruire une synagogue, c'était refaire confiance à l'Alsace, c'était refaire confiance à la France. Est-ce qu'on pouvait, après l'abandon des Juifs, refaire confiance? Ça a été une âpre discussion et je comprends très bien les choix qui ont été faits. Ça n'a pas été fait dans la facilité. Voilà, je vous remercie, je m'excuse, j'ai été un peu long. Passionnant. Merci. On vous écouterait pendant des heures. Si vous êtes d'accord, je propose qu'on passe au plat principal. Le plat principal, c'était votre sagesse. Mais non. Au plat principal matériel. Et si vous êtes d'accord, ensuite, si les gens ont des questions à vous poser, on serait ravis, à vous, à Michel, Volontiers. à Jean-Pierre. Merci infiniment et bon appétit.